Un artefact disparu, un secret enfoui dans le silence. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte Léon. Dites-moi, d'où venez-vous rejoindre ce mystère? Vos commentaires animent cette communauté. Je les lis tous. Commençons. C'est par une matinée maussade de novembre. De ces matins où la brume londonienne s'infiltre même à travers les rideaux les plus serrés, que notre sonnette retentit avec une urgence singulière. J'étais assis près de l'âtre. Un exemplaire, du Lancet, j'avais un stylo à la main, et les pieds croisés sur le tapis persan, quand Holmes, qui avait été transpercé pendant plus d'une heure par une expérience chimique impliquant une fiole transparente et une vapeur nocive, jeta un léger coup d'œil vers la porte. « Vous m'obligerez, Watson, dit-il sans lever les yeux, à ouvrir cette porte. Je crois que notre visiteur porte des gants de chevreau humides et quelque chose enveloppé dans un tissu de velours. » Amusé, et désormais habitué à de telles démonstrations de déduction désinvolte, j'obéis. Sur le seuil se tenait un homme au visage pâle, d'une trentaine d'années, les bottes sales à cause du trottoir mouillé et le col de son pardessus relevé pour se protéger du vent mordant. Son gant gauche était en effet trempé, et il serrait dans sa main droite un objet enveloppé dans du velours prune. « Vous êtes monsieur Sherlock Holmes » demanda-t-il, la voix tremblante non pas de froid, mais d'anxiété. « C'est moi » dit Holmes, mettant son expérience de côté. « Et voici mon collègue, le docteur Watson. Entrez, monsieur, le feu est généreux, et vos nerfs le sont visiblement moins. » L'homme entra dans notre salon avec hésitation, le regard perdu dans les yeux, comme s'il attendait quelque chose, quelqu'un qui surgisse de l'ombre. Je vis alors qu'il était richement vêtu, mais sans ostentation. Un homme aisé, mais sans extravagance. « Je m'appelle Edmund Pelling, » dit-il. « J'étais conservateur adjoint à la collection d'antiquités Grenville à Bloomsbury. » « Était-ce » intervint Holmes en désignant le fauteuil en face de lui. « Oui, j'ai démissionné il y a 3 jours, assez brutalement. Je crains d'être pris pour un fou, mais je ne supporte plus ce que je sais, ou plutôt ce que je soupçonne. » Holmes croisa les mains sous son menton. « Allez-y, monsieur Pelling. » Monsieur Pelling hésita, puis déballa le paquet de velours et déposa sur notre table une petite figurine, pas plus de 15 centimètres de haut. Elle représentait une divinité ou une idole orientale, coulée en bronze vieilli, bien qu'une légère couture courait le long de la base, comme si l'objet s'était ouvert. Ses yeux étaient creux, presque anormalement creux, et dans la lueur vacillante du feu, il brillait d'une étrange menace. « Ceci, dit-il, est la figurine. »« Creuse ?» Holmes se pencha en avant avec intérêt, mais ne le toucha pas. « Et qu'est-ce qui le rend creux, monsieur Pelling? Et surtout, qu'est-ce qui le rend dangereux? »« Il est arrivé au musée il y a 3 semaines, » dit Pelling en se léchant les lèvres nerveusement. « Il provient de la collection privée de feu Sir John Ullerton, décédé subitement, dans l'incendie de sa maison de Bayswater. C'est l'un des rares objets retrouvés intacts. L'incendie était-il naturel? Demandai-je. Les autorités ont conclu à un défaut d'éclairage au gaz, mais je crois le contraire. Sir John nous avait envoyé une lettre quelques jours avant sa mort. Il parlait d'avoir déniché quelque chose d'indiciblement curieux parmi les acquisitions de son père, une petite idole qui n'avait jamais été répertoriée auparavant. Holmes serra les doigts pensivement. « Et c'est ça, cette idole? »« Oui, » répondit Pelling. « Je l'ai cataloguée moi-même, mais dès son entrée au musée, les choses ont commencé à déraper. Des bruits étranges la nuit, des vitrines verrouillées se sont ouvertes. L'un des gardes de nuit a été victime d'une crise dans l'aile égyptienne et jure avoir vu une silhouette disparaître dans la salle des sarcophages. Symptômes classiques de suggestion et de fatigue, dis-je, sans toutefois être méchant. Je le pensais aussi, acquiesça Pelling, jusqu'à jeudi dernier. C'est alors que le docteur Myrène, la directrice du musée, a été retrouvée inconsciente à côté de la vitrine, et la figurine avait disparu. Holmes haussa un sourcil. « Parti ?» Pelling fouilla dans son manteau.
Le lendemain, il était envoyé anonymement à mon domicile. Pas de mots, pas d'explication. Juste l'idole, enveloppée dans le même velours qu'à sa réception. Je n'ai pas dormi depuis. Monsieur Pelling, dit doucement Holmes, que craignez-vous exactement? Pelling baissa les yeux vers l'idole. Que quelqu'un la désirait tellement qu'il la tuait, et qu'il s'en prendrait à moi ensuite. Un silence s'abattit sur la pièce, rompu seulement par le doux sifflement du feu et le cliquetis lointain d'une roue de voiture au-delà de Baker Street. Holmes se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, puis se retourna avec cette intensité de faucon que j'avais appris à associer au début de la chasse. « Vous avez bien fait de venir, monsieur Pelling, » dit-il. « Cet objet, malgré sa taille modeste, n'est pas un simple bibelot. Je crois que vous êtes tombé sur quelque chose d'extraordinaire, peut-être même fatal. » Il tapota légèrement la figurine avec la pointe d'un instrument de cuivre posé sur la cheminée. Un son creux résonna à l'intérieur. « Watson, dit-il, vous souvenez-vous de l'affaire du seau en laiton caché dans la fausse boussole? »« Bien sûr, répondis-je. Tu crois que c'est similaire? En effet. Et peut-être même plus habilement dissimulé. Monsieur Pelling, avez-vous examiné le contenu, s'il y en avait un, de l'idole? J'avais trop peur. La couture est fragile et semble soudée. Je ne voulais pas endommager l'artefact. Holmes sourit faiblement. Alors, nous allons procéder avec prudence. Mais d'abord, avez-vous des ennemis, monsieur Pelling? Quelqu'un qui pourrait profiter de votre silence ou de votre malheur? Pelling pâlit. Non. Mais feu, Sir John, oui. Il y avait un homme, un collectionneur, Cyril Lavington. Il s'était violemment disputé à propos d'une vente aux enchères l'année dernière. Lavington avait déjà tenté à plusieurs reprises d'acquérir des œuvres de Sir John. Holmes plissa légèrement les yeux. « Watson, va chercher l'index. Il faut voir si ce Lavington a été retrouvé lors de nos précédentes enquêtes. » Je me suis tourné vers la pile de volumes abîmés que Holmes appelait son « index des scélérats humains » et j'ai commencé à les feuilleter. Pendant ce temps, Holmes continuait d'examiner la figurine. Il la tenait devant la lampe à gaz et l'observait à travers ses yeux creux. Un scintillement, du papier, de la fibre, attira son attention au plus profond d'elle-même. Il n'a pas exprimé sa pensée à voix haute, mais j'ai vu l'éclat familier s'éveiller dans son regard. « Il ne s'agit peut-être pas de superstition, » murmura-t-il, « mais de dissimulation. Et si je ne me trompe pas, le jeu est bel et bien en marche. » Le lendemain matin, le ciel restait couvert et une fine bruine commençait à tomber sur les toits de Baker Street. La lueur des lampadaires persistait plus longtemps que d'habitude, leur lumière jaune atténuée par le poids du brouillard londonien qui pesait sur les vitres. Holmes était resté inhabituellement silencieux pendant le petit déjeuner, touchant à peine sa tartine, tout en continuant d'examiner la petite idole de bronze, désormais délicatement posée dans une boîte doublée sur la table d'appoint. « Watson, dit-il enfin en posant son thé avec un tintement précis, avez-vous déjà vu une relique être à la fois une curiosité historique et un mobile de meurtre? Seulement dans le cas de la relique de San Pedro, tu t'en souviens, répondis-je en remuant distraitement mon café. Mais il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait d'une opération de contrebande. Exactement, dit Holmes, les yeux brillants d'un calcul intérieur. L'histoire est souvent le meilleur moyen de dissimuler l'avarice. Il se tourna de nouveau vers l'idole, ajustant la loupe sur son œil droit. Je l'observai alors qu'il scrutait la légère couture à la base de la figurine dont il avait parlé la veille. Il la tapota légèrement, écouta la résonance, puis inscrivit une petite note sur le coin de la photo de la veille. « Foi, aucun outil ordinaire ne l'ouvrira, » murmura-t-il. « S'il existe un mécanisme, il est interne, délibérément caché. » Il se leva brusquement et fit un geste vers le porte-manteau. « Viens, Watson. Direction Bloomsbury. Il est temps de visiter les lieux où cette curieuse silhouette a été enlevée, et peut-être de parler à quelqu'un encore assez sain d'esprit pour se souvenir de ce qui s'est réellement passé. » À 10h30, nous étions assis dans un taxi roulant en direction de la collection d'antiquités de Grenville.
ses roues sifflant sur les pavés mouillés par la pluie. Pelling avait accepté de nous y retrouver, bien qu'il n'y soit pas retourné depuis l'incident. Il avait cependant organisé notre admission avec l'équipe intérimaire, car le docteur Mirren était toujours en convalescence à l'hôpital St. Thomas. Alors que nous tournions dans une rue calme de Bloomsbury, la grandeur de l'entrée du musée se dressait devant nous, des piliers ornés encadrant un ensemble de lourdes portes et une plaque en laiton vieilli sur laquelle on pouvait lire « Grenville Antiquité, fondée en 1832 ». Un lion de pierre à moitié érodé par des décennies de suie et de pluie nous regardait fixement depuis le linteau. À l'intérieur, le musée était un lieu sépulcral, faiblement éclairé et creux, résonnant de pas lointains. Malgré sa beauté, un froid palpable s'installait dans la pièce, accentué par les longues ombres projetées par d'imposantes vitrines remplies de reliques de civilisations disparues depuis longtemps. M. Pelling nous attendait dans le vestibule principal. Il n'avait pas meilleure mine qu'à son arrivée à Baker Street, peut-être même plus fatigué, les cheveux en bataille et les yeux cernés par des nuits blanches. « Merci d'être venu », dit-il en se tordant les mains. « J'avoue que j'ai failli faire demi-tour 2 fois en venant ici. » Holmes lui fit un bref signe de tête. « Vous avez mentionné que l'objet était exposé dans la galerie Est ? » « Oui, juste au-delà de l'aile mésopotamienne. » Il nous conduisit à travers un couloir voûté, bordé de tablettes babyloniennes et d'amulettes sumériennes, jusqu'à une vitrine au fond de la galerie. La vitrine était ouverte, sa serrure pendue inutilement au loquet. À l'intérieur, un petit socle en bronze était vide, son revêtement de velours légèrement comprimé par le poids qu'il avait autrefois supporté. « C'est ici que j'ai placé la figurine », dit Pelling à voix basse. « Personne d'autre que le docteur Mirren et moi n'avions les clés. Nous avons vérifié 2 fois avant de fermer à clé ce soir-là, et pourtant, lorsque le veilleur de nuit a fait sa ronde, l'armoire était ouverte et Mirren gisait effondré à proximité. » Holmes examina la boîte avec sa précision habituelle. Il passa son doigt le long du loquet, des charnières et du socle, puis il s'agenouilla et examina le carrelage en dessous. « De la poussière, » murmura-t-il, « épaisse, intacte, sauf... Ah, tiens. » Il désigna une légère éraflure, comme si une chaussure avait éraflé le bord du socle. Puis, se levant, il se tourna vers les expositions voisines. Une vitrine d'objets phéniciens se dressait près du mur, et au-dessus, une étroite ouverture ornée à peine assez grande pour qu'un enfant puisse s'y faufiler. Qui d'autre avait accès à cette galerie ? A-t-il demandé. Pelling réfléchit. Nous ne sommes que 3. Moi, le docteur Mirren et mademoiselle Leland, la responsable des collections. Les gardes se relaient, mais aucun d'entre eux n'est autorisé à franchir le seuil sans autorisation écrite. Et où se trouvait mademoiselle Leland la nuit de l'incident? Elle était déjà rentrée chez elle, du moins, d'après le journal. Holmes ne dit rien, mais se retourna et fit le tour de la pièce, s'arrêtant brièvement pour regarder derrière un rideau, puis à nouveau vers une porte latérale menant aux archives. Il sembla observer chaque moulure, chaque fissure du carrelage. Finalement, il s'arrêta devant un petit bureau niché près de l'entrée de la galerie. « À qui est ce bureau ?»« À moi », répondit Pelling. Holmes souleva un buvard et trouva en dessous un morceau de papier crème déchiré. Il l'examina brièvement et me le tendit. Le morceau portait l'empreinte décolorée d'un filigrane. Papeterie Ashcroft & Co., mais ferme et plus curieusement, le dos portait une série d'initiales griffonnées à la hâte à l'encre rouge, CL. « Cyril Lavington » demandai-je en jetant un coup d'œil à Holmes. « Peut-être » répondit Holmes, « mais ce serait bien trop commode. Il faut toujours douter des indices qui surgissent trop tôt. » Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas résonner dans le couloir. Une femme grande et maigre, vêtue d'une robe noire austère, est entrée dans la galerie. Ses yeux gris nous ont parcourus d'un air calme et posé. « Monsieur Pelling, » dit-elle, « vous ne m'aviez pas prévenu que nous aurions des invités. »« Mademoiselle Leland, voici Monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. »« Bien sûr. »
dit-elle sèchement. Le détective et le chroniqueur, nous avons tous lu les journaux. Holmes s'inclina légèrement. Mademoiselle Leland, puis-je vous demander si vous étiez présente lors de l'acquisition de la figurine? Elle hocha la tête d'un air sec. J'ai supervisé l'admission avec Pelling. L'idole n'avait rien de remarquable à première vue, mais comme vous pouvez l'imaginer, sa réputation a grandi avec les événements malheureux. Étiez-vous au courant de la correspondance de Sir John Ullerton à ce sujet? Ses lèvres se pincèrent. Seulement ce que M. Pelling m'a transmis. Les lettres sont en possession du docteur Mirren, ou l'étaient jusqu'à ce qu'il tombe malade. Holmes haussa un sourcil. Et vous, mademoiselle Leland, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange depuis l'arrivée de l'objet? Une brève hésitation. Puis, rien qui ne puisse s'expliquer par le surmenage et le stress. J'avoue que le réveil a lâché ce soir-là, la seule fois en 5 ans. Holmes hocha la tête comme s'il classait le détail. Et qu'en est-il de M. Cyril Lavington? Demanda-t-il avec désinvolture. Son expression restait indéchiffrable. Il a déjà visité le musée, mais pas récemment. Sir John et lui, qu'en étaient? Pas amis. Holmes l'observa en silence, puis lui adressa un sourire cordial. « Eh bien, je crois que nous vous avons suffisamment occupé pour cette matinée. Monsieur Pelling, nous allons vous raccompagner. » Alors que nous retournions dans la rue bruineuse, Holmes était inhabituellement silencieux. On a hélé le taxi et nous avons roulé en silence pendant près d'1 kilomètre avant qu'il ne prenne la parole. « Watson, as-tu remarqué la broche de Miss Leland ?»« Oui, répondis-je. »« De l'ivoire, n'est-ce pas ?»« Exactement. Sculpté en forme de lotus stylisé. Assez courant. Mais sa coloration a quelque chose de particulier. Ce n'est pas de l'ivoire, mais de la stéatite, identique à l'incrustation utilisée sur le piédestal sous l'idole. Tu crois qu'elle a enlevé la figurine? Je crois qu'elle a des liens avec quelqu'un qui a commis ce crime. Mais le mobile reste obscur. Il marqua une pause, puis ajouta « Ce soir, Watson, je rendrai visite à M. Cyril Lavington. Et s'il n'est pas à la maison, alors j'attendrai. Car, si je ne me trompe pas, nous nous rapprochons d'une vérité enfouie non pas dans l'Antiquité, mais dans la cupidité moderne. » La soirée qui suivit fut épaisse d'un brouillard qui semble s'infiltrer jusqu'aux briques de la ville. Londres, toujours un peu spectrale en ces heures d'automne, avait pris des allures de ville fantôme. Les lampadaires brillaient comme des étoiles lointaines, leur lumière se diffusant à travers des voiles de brume. Holmes et moi avions dîné léger chez Simpson, mais mon compagnon avait à peine touché à sa côtelette. Il était, comme je le savais bien, plongé dans ses déductions. Le regard lointain, les doigts serrés sous son menton. Il était peu après 8 heures lorsque nous arrivâmes à Fitzrovia. Le taxi s'arrêta devant une modeste et élégante maison géorgienne, nichée entre un bureau de tabac et une librairie ancienne, tous deux fermés pour la nuit. Qu'une fine plaque de laiton près de la porte indiquait « Monsieur Cyril Lavington, collectionneur du rare et de l'obscur. »« Watson, » dit Holmes alors que nous descendions, « observe la fenêtre à gauche. » Le rideau tiré frémissait presque, imperceptiblement, suivi par la faible silhouette d'une personne se déplaçant à l'intérieur. Holmes s'autorisa un léger hochement de tête satisfait. Il est chez lui, et il attend quelqu'un. D'un coup sec sur le heurtoir, Holmes attendit exactement 7 secondes avant que la porte ne soit ouverte, non pas par un domestique comme je l'avais prévu, mais par le monsieur lui-même. Cyril Lavington était grand, mince et d'apparence squelettique. Son visage était anguleux, ses cheveux plaqués en arrière avec une précision théâtrale, et ses yeux enfoncés mais alertes. Il donnait l'impression d'un homme toujours en désaccord avec le monde, et peut-être avec lui-même. « Oui », dit-il sèchement, son regard nous parcourant. Holmes s'avança. « Monsieur Lavington, pardonnez-moi cette intrusion. Je suis Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson. Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder quelques instants concernant la succession de feu Sir John Ullerton. » À la mention d'Ullerton, quelque chose brilla dans l'expression de l'homme, un tressaillement de la joue gauche, si bref, qu'il passa inaperçu à la plupart.
mais pas à Holmes. « Entrez, dit Lavington après un silence et s'écarta. « Bien que je l'avoue, je ne vois pas comment je pourrais vous aider. » Il se tourna vers moi, les yeux brillants. « Et c'est pour ça qu'Ullerton est mort. Il a découvert la figurine. Il a déchiffré, ou presque, le secret. Et quelqu'un, peut-être de la génération d'Arnaud ou de ses héritiers, est déterminé à le faire disparaître. » Nous avons passé 2 heures supplémentaires dans la salle de lecture, à compiler les noms, les itinéraires des expéditions et la correspondance privée des campagnes du Pendjab. Un schéma s'est alors dégagé. Des dizaines d'officiers subalternes étaient rentrés en Angleterre avec de grosses fortunes malgré des salaires modestes. Certains avaient investi dans des sociétés commerciales, d'autres avaient disparu discrètement à la campagne. Le nom le plus fréquemment mentionné dans les registres cependant, n'était pas celui d'Arnaud. C'était R. Merriman, attaché transfert culturel. « Curieux, » murmura Holmes. « Je me souviens d'un Merriman qui avait tenté de vendre une cloche tibétaine volée à Lashmolean en 1979. Serait-ce la même ?» J'ai fait un signe de tête vers les notes marginales à côté d'une entrée. Merriman transfert à Calcutta en attente d'examen. Instruction discrète émise par le consul commercial de Los Angeles. « L.A. » demandai-je. Holmes prenait déjà des notes. L'oncle de Lavington, Leonard Ainsley. Il était attaché commercial régional au Bengale. Je le fixais du regard. Suggérez-vous que la famille de Cyril Lavington pourrait être liée à ces événements? Exactement, qu'il le sache ou non. À ce moment précis, un employé de la bibliothèque s'approcha avec un message plié. « Monsieur Holmes, ceci vous est parvenu par coursier. » Holmes déplia le mot, le lut en silence et me le tendit. Le papier était fin et parfumé, écrit de la même écriture fluide que la mystérieuse carte de la veille. Le miroir de feu s'est fissuré. Quelqu'un a déjà ouvert la figurine. Ce qu'ils ont trouvé ne restera pas enfoui. Un ami. Holmes croisa les bras. Watson, nous sommes surveillés. Vous soupçonnez mademoiselle Leland? Elle a le tempérament et l'accès nécessaires. Mais derrière tout cela se cache un être plus puissant, un manipulateur silencieux qui comprend à la fois l'histoire et le danger. Nous avons quitté la bibliothèque peu après, prenant un taxi non pas pour Baker Street, mais pour le petit appartement de Pelling, près de Red Lion Square. Lorsqu'il a ouvert la porte, ses yeux étaient cernés de rouge. « Holmes, Dr. Watson, j'allais justement vous écrire. Que s'est-il passé ?» demandai-je. Pelling nous fit entrer et ferma la porte derrière lui d'une main tremblante. Sur la table, à côté d'une pile de dossiers de musée, se trouvait la figurine en bronze désormais parfaitement coupée en deux, le long de sa base autrefois sans joint. « Tu l'as ouvert ?» demanda Holmes, surpris. « Non, » dit Pelling. « Je l'ai laissé intact, je le jure. Mais quand je suis rentré ce matin de l'épicerie, la couture s'était rompue, et il y avait ça à l'intérieur. » Il tendit à Holmes une petite feuille de vélin pliée, à peine plus grande qu'un timbre-poste. Des centaines de caractères minuscules étaient gravés dessus, en écriture anguleuse, certains en caractères romains, d'autres semblant être à du code stylisé. « À la loupe, » dit Holmes en l'examinant attentivement, « nous trouverons probablement des noms, des dates et des récits. Une confession chiffrée. » Il retourna la figurine creuse et inspecta la fissure. La cavité intérieure avait été tapissée d'une feuille de plomb, peut-être pour étouffer le bruit du contenu. Aucune trace de force, juste une séparation parfaite et nette. Il a été déverrouillé correctement, conclut-il, par quelqu'un qui connaissait le mécanisme. « Mais comment ?» demandai-je. « Qui oserait entrer dans l'appartement de Pelling ?» Holmes leva brusquement les yeux. Quelqu'un avec une clé. Ou quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Il se tourna vers Pelling. « Quelqu'un d'autre sait où tu habites? Quelqu'un qui souhaiterait protéger ou voler le contenu de cette figurine ?» Pelling hésita. Mademoiselle Leland est venue une fois pour remettre une transcription, mais je n'en ai parlé à personne. Holmes replia le vélin dans une pochette protectrice.
Vous n'êtes pas en sécurité ici, monsieur Pelling. Préparez une petite valise. Vous passerez la nuit à Baker Street. Mais pas de discussion, dit Holmes. Dès que nous avons reçu ce message à la bibliothèque, j'ai su que notre adversaire avait entamé sa dernière partie. Ils savent que nous sommes proches, et quelqu'un, peut-être mademoiselle Leland, peut-être un autre, s'active pour effacer toute trace. Alors que nous nous préparions à partir, Holmes s'arrêta près de la porte, son regard dérivant une fois de plus vers l'idole brisée. « Watson », dit-il doucement, « ce n'était jamais la figurine elle-même, c'était toujours la Creuse qui comptait. Le vide est un déguisement que bien peu pensent à remettre en question. Nous sommes entrés dans l'après-midi gris, l'air hérissé de la tension d'une poursuite invisible. La ville semblait se rapprocher, comme si Londres elle-même retenait son souffle. Quelque part dans les plis épais de ces rues anciennes, un secret depuis longtemps enfoui se réveillait. Il faisait presque nuit lorsque nous retournâmes à Baker Street, Monsieur Pelling à nos trousses. Un léger brouillard flottait comme une gaze sur les épaules de la ville, et les réverbères crépitaient sous son contact. Holmes, comme toujours, gravit les 17 marches 2 par 2. C'était un homme électrisé. Ses membres bougeaient avec détermination, bien que ses pensées fussent profondément enfouies, courant à travers des couloirs de logique connus de lui seul. Pelling était assis, raide, dans un coin de notre salon, serrant contre lui une tasse de thé que Madame Hudson lui avait apportée, bien qu'il en eût à peine bu une gorgée. Ses doigts tremblèrent sur la porcelaine, et son regard suivait Holmes comme s'il observait les pas d'un animal sauvage. « Est-ce qu'ils viendront ici ?» demanda-t-il à voix basse. Holmes, qui retournait les 2 moitiés de la figurine à la lueur du feu, ne répondit pas immédiatement. Il souleva la petite feuille de vélin cachée à l'intérieur et la plaça sous la loupe de sa lampe de bureau. Il ajusta l'angle avec précision, puis se pencha. « C'est un registre, » murmura-t-il, « comme je le soupçonnais. Des noms surtout, des dates, des transferts de monnaie et de propriété, quelques références à des lieux du Pendjab, Peshawar, Rawalpindi et même Cawnpore. Mais beaucoup de noms sont marqués d'une seule lettre. Que signifient ces symboles ? Demandai-je en m'approchant. Holmes tapota le bord du vélin du bout de l'ongle. Ce triangle, je l'ai déjà vu, sur un code de la Compagnie britannique des Indes orientales utilisé pendant la mutinerie. C'est un marqueur pour les agents ou agents compromis. Ce cercle à côté du nom Merriman suggère qu'il était à la fois le destinataire et l'exécuteur de transferts sensibles. Et il y a un symbole que je n'avais jamais rencontré auparavant. 3 croissants entrelacés, à côté du nom L.A. Leonard Hensley ? Demandai-je. Holmes hocha la tête. Si mes déductions sont correctes, Leonard Hensley était le principal intermédiaire financier par lequel les découvertes du colonel Arnaud étaient discrètement vendues à des collectionneurs privés, dont peut-être Sir John Ullerton. Pelling posa son thé. Alors, l'oncle de Cyril Lavington, il était peut-être directement impliqué dans la contrebande, ou pire, répondit Holmes, dans la dissimulation délibérée de crimes de guerre sous couvert de découvertes archéologiques. Juste à ce moment-là, on frappa doucement à la porte d'entrée. Holmes se raidit légèrement et se leva. Watson, à la fenêtre. J'écartai le rideau avec précaution. Un fiacre se tenait de l'autre côté de la rue, ses lanternes éclairant faiblement le brouillard. Une silhouette venait de descendre, une femme, à en juger par sa silhouette, vêtue d'une longue cape grise et d'un chapeau à voilette. Elle resta un instant incertaine, puis s'approcha de notre porte. « Un autre visiteur ?» murmura Pelling. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit Holmes. « Mais peut-être que je l'espérais. » Il descendit rapidement et je le suivis. Lorsqu'il ouvrit la porte, la femme sur le perron inspira brusquement, comme pour se préparer. « Monsieur Holmes ? Oui, je dois vous parler. S'il vous plaît, puis-je entrer ?» Elle s'avança dans la lumière des lampes. Son accent était légèrement français, mais son allure était nettement anglo-indienne. Sa peau était pâle à cause du froid, mais ses yeux sombres et vifs
suggérait un esprit tempéré par les épreuves. Elle retira son voile. « Je suis Amélie Duret. J'ai été employée du colonel Arnaud. » Holmes ne dit rien, mais ses yeux étudièrent son visage avec une attention soutenue. « Vous connaissiez le colonel Arnaud pendant son séjour en Inde ?» a-t-il demandé. « Oui. J'ai été son interprète et son copiste à Lahore pendant près de 3 ans, mais c'était il y a une éternité. Ce n'était pas, comment dire, un homme bienveillant. Il était brillant, certes, mais hanté. Il croyait avoir découvert un secret qui le détruirait s'il était révélé. « A-t-il parlé de la figurine ?» demanda Holmes en la faisant entrer dans le salon. Elle était assise, calme, et pourtant visiblement accablée. Il l'a fait. Il l'a appelé le vaisseau de flamme. Un reliquaire pour le péché, dit-il. À son retour de Chaman-Hal, son regard changea. Il emportait partout un journal dans lequel il écrivait une liste. Nom, transaction, témoignage. Il m'a dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, l'idole devait parvenir à quelqu'un qui pourrait la protéger. Sir John Ullerton. Pourquoi Ullerton? Parce qu'il était le dernier de la vieille garde à croire encore en l'honneur. Il s'était détourné des acquisitions sanglantes. Lui et Arnaud avaient servi ensemble avant de se séparer. Holmes était maintenant pleinement absorbé, faisant de nouveau les 100 pas. « Mademoiselle Duret, je dois vous demander. Arnaud. Soupçonnait-il quelqu'un de son entourage de trahison ?» Sa réponse fut immédiate. « Léonard Ainsley, dit-elle. Il était charmant mais dangereux. Il était venu à Lahore sous prétexte d'établir des routes commerciales. Mais il s'agissait toujours de reliques. Il recevait des dignitaires, puis glissait discrètement des messages entre les mains d'hommes qui ne revenaient jamais des collines. Arnaud le détestait. « Et qu'est devenu le colonel Arnaud ?» demandai-je. Amélie marqua une pause. « Il est mort. Mais il n'est pas mentionné dans les archives officielles. Il a disparu en 1860. Tout le monde pensait qu'il avait pris la fuite, mais je sais qu'il n'en est rien. »« Vous avez vu sa mort ?» demanda doucement Holmes. « Non, dit-elle. Mais j'ai reçu une lettre, 6 mois plus tard. Elle n'était pas signée, mais écrite avec son code. Elle disait simplement « La flamme s'est éteinte. Il ne m'appartient plus de la protéger. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une page pliée. Le parchemin était usé et légèrement parfumé, encore de l'eau de rose. Holmes le déplia. L'écriture correspondait à la calligraphie des avertissements anonymes que nous avions reçus. « C'est vous qui avez envoyé la note à la bibliothèque, » a-t-il dit. « Il le fallait. Je savais que tu t'approchais et je craignais pour ta sécurité. Tu vois, je ne suis pas le seul à encore te surveiller. »« Qui d'autre regarde, mademoiselle Duret ?» demandai-je. Elle regarda vers le feu. « Il existe une société. Au départ, c'était une ligue de protection pour les officiers coloniaux, rentrant chez eux avec des reliques. Mais au fil des ans, c'est devenu un marché secret. Ils se font appeler eux-mêmes le consortium de la seconde flamme. Leur chef, dont personne ne connaît le nom, opère par l'intermédiaire d'agents, de collectionneurs et d'érudits. S'il apprend que le contenu de la figurine a été découvert, il agira, conclut Holmes d'un ton sombre. Pelling prit la parole d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Alors je suis toujours en danger. »« Nous le sommes tous, » répondit Holmes. « Mais la connaissance est désormais notre bouclier. Mademoiselle Duret, je dois vous demander, seriez-vous disposée à nous aider davantage ? Il viendra peut-être un moment où la vérité devra être révélée publiquement et votre témoignage pourrait s'avérer essentiel. » Elle soutint son regard sans hésitation. « Pour la mémoire du colonel Arnaud, je vais aider. » Holmes hocha la tête. « Alors, il faut agir vite. Le registre en vélin doit être mis en sécurité. Watson, demain, Pelling et vous le porterez à mon notaire. Maître Colthurst, à Lincoln's Inn Fields. Il le déposera dans un coffre-fort sécurisé. Et toi, demandai-je. J'ai un rendez-vous, dit Holmes attrapant déjà son manteau. Il est temps que je rende une seconde visite à mademoiselle Leland dans des circonstances moins courtoises.
Je la soupçonne d'en savoir plus qu'elle ne l'a révélé. Tu iras seul? Demandai-je. Non, répondit Holmes. Je prends Toby. J'ai haussé un sourcil. Le chien pisteur? Holmes eut un léger sourire. La broche de mademoiselle Leland contenait une trace d'huile de santal, caractéristique d'une réserve que nous avons découverte à la collection Grenville. Si elle y est retournée après l'incident, Toby pourrait découvrir où elle est allée. Ensuite, il se tourna vers mademoiselle Duret. « Vous devriez rester ici ce soir. Madame Hudson vous réservera une chambre. Demain, nous passerons à l'étape suivante. » Tandis qu'Holmes disparaissait dans le brouillard tourbillonnant, je restais à la fenêtre, la figurine et ses moitiés fêlées reposant toujours sur la cheminée, luisant sombrement à la lumière de la lampe. Le creux était désormais vide, mais le danger qu'il contenait commençait seulement à émerger. Le lendemain matin s'annonça sombre et peu accueillant. Une lumière grise et hésitante filtrait à travers les fenêtres de Baker Street, voilées par des volutes d'humidité qui s'accrochaient aux vitres comme une seconde peau. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée et tendue. Pelling n'avait pas dormi, les nerfs à vif malgré la chaleur du feu, et mademoiselle Amélie Duret avait pris son petit déjeuner avec une résolution tranquille, révélant peu de choses, mais observant tout. J'avais emballé le registre en vélin dans une enveloppe scellée, soigneusement glissée dans la doublure de mon manteau, conformément aux instructions de Holmes. Pelling et moi devions nous rendre à Lincoln's Inn Fields, à 9 heures précises, pour remettre le document à McColthurst, l'avocat de confiance de Holmes depuis longtemps. Cet homme était discret, brillant, et gardait un coffre-fort derrière de fausses étagères, une cachette que même Moriarty aurait eu du mal à découvrir. Holmes n'était pas revenu pendant la nuit. Il n'y avait aucun mot, aucun message. Seulement la laisse et le collier de Toby, manquant à leur pater près du porte-parapluie. À 9h10 précises, alors que Pelling et moi nous apprêtions à partir, des pas résonnèrent dans l'escalier. La porte s'ouvrit brusquement, et Holmes entra précipitamment, son manteau humide aux épaules, une traînée de boue sur une botte et une tache de suie inhabituelle sur une joue. Le nez de Toby, dit-il en déboutonnant son manteau, n'a pas terni avec le temps. Mais ce qu'il a découvert confirme mes pires soupçons. Il retira ses gants et les jeta vers la cheminée. J'ai suivi mademoiselle Leland à travers Bloomsbury, Russell Square et dans une ruelle entre deux bâtiments de Boswell Street. Derrière le musée se trouve une porte de service rarement utilisée, habituellement fermée par une chaîne. Elle avait été forcée. Au-delà se trouve une salle d'archives, désaffectée depuis 1894, un entrepôt rempli de bric-à-brac, sarcophages brisés, caisses mal étiquetées et registres de musées humides et frisés. Était-elle là? Demandai-je. Elle y était. Allez, répondit Holmes. Toby la suivit jusqu'à une caisse en bois scellée à la cire et à la ficelle. La caisse ne portait aucune étiquette, mais l'intérieur sentait fortement l'huile de santal, la même que sa broche. À l'intérieur, sous une couche de paille, se trouvait une collection d'objets personnels. Un journal intime, une photo de Sir John Ullerton prise il y a une vingtaine d'années, et plus curieuse encore, une autre figurine. Mes yeux s'écarquillèrent. « Un autre ?» Holmes hocha la tête et sortit de sa sacoche un paquet emballé. Il déroula la nappe sur la table pour révéler une jumelle de la figurine creuse originale, identique en taille, en posture et en matière, mais dépourvue de couture à la base. « Je pense que c'est un leurre, » dit-il. « Mademoiselle Leland a dû le placer là récemment. Le journal confirme qu'elle a eu une liaison avec Sir John. Cela expliquerait son mobile, une allégeance affective combinée à la connaissance de son passé. » Pelling, toujours pâle, se pencha en avant, puis elle était celui qui a retiré l'idole de la vitrine. « Peu probable, » dit Holmes. « Pas seul, en tout cas. Son journal mentionne un nom en abrégé, les initiales FH répétées, plusieurs fois vers les dernières pages, toujours dans un contexte de secret et de peur. « FH, ai-je répété. Quelqu'un d'autre au musée ?» Holmes tapota la coudoir de son fauteuil. « C'est possible.
Ou quelqu'un du passé, de Sir John. J'aurai besoin de plus de temps avec le journal pour déduire les liens. Ce qui compte maintenant, c'est que quelqu'un mène une enquête parallèle. Il suit des indices, supprime des preuves, fait diversion. Nous ne sommes pas les seuls à chercher la vérité dans cette figurine. Croyez-vous qu'elle fait partie du consortium? Ai-je demandé. Holmes fronça les sourcils. Je crois qu'il la manipule, consciemment ou non. Son attachement émotionnel à Ullerton l'aurait rendu vulnérable, facile à manipuler. À ce moment-là, Madame Hudson entra avec une carte sur un plateau en argent. « Ceci vient d'arriver, Monsieur Holmes, dit-elle, remis en main propre. Aucun coursier n'a attendu. » Holmes prit la carte. Elle était toujours sur le même papier, semblable à du papyrus, avec la même écriture élégante. « La liste que vous détenez appartient au feu. Rapportez-la avant minuit au caveau du Croissant, sous Millmere House, où d'autres brûleront à sa place. » Les menaces s'intensifient, murmura Holmes. « Millmere House, Watson, vous souvenez-vous du nom ?» Je fronçai les sourcils. « C'est une ancienne propriété de marchand, n'est-ce pas? À Wapping, je crois, abandonnée depuis l'époque du choléra. » Holmes hocha la tête. Et la rumeur disait qu'il y avait un caveau souterrain utilisé au XVIIIe siècle pour stocker de l'opium et des épices sous douane. Ce serait un lieu idéal pour des échanges clandestins. Il plia lentement la carte. Nous ne livrerons rien ce soir, mais j'ai l'intention d'être à Millmere House néanmoins. Holmes, dis-je prudemment, tu sais que cela pourrait être un piège. Il ne fait aucun doute est, un piège, répondit-il d'une voix mesurée. Mais parfois, la seule façon de désamorcer un piège, c'est d'y entrer prudemment. Il se tourna vers moi. Emmène Pelling à Lincoln's Inn. Garde le registre au péril de ta vie. Puis reviens ici. J'ai besoin de toi à mes côtés ce soir. J'ai hoché la tête d'un air sombre. Et moi? Demanda mademoiselle Duret en se levant de sa chaise. Vous, dit Holmes, devez rester ici sous la surveillance de madame Hudson. Nous ne pouvons pas risquer que vos informations tombent entre de mauvaises mains. Pas encore. Elle hocha la tête. Si ça peut aider la mémoire du colonel Arnaud, je supporterai l'attente. Holmes s'autorisa un rare regard de gratitude avant de disparaître dans sa chambre pour se préparer. Il était presque 6h30 à mon retour de Lincoln's Inn. M. Colthurst avait mis le vélin en lieu sûr dans un coffre mural dissimulé derrière une fausse cheminée. Il n'avait posé aucune question, ni fait aucun commentaire. Il avait simplement hoché la tête solennellement lorsque je lui avais dit « Il s'agit d'une des affaires les plus explosives de Holmes. » À mon retour à Baker Street, Holmes était déjà habillé pour l'aventure nocturne. Il portait une cape d'Inverness sombre et un chapeau à bord plat, un déguisement qui faisait davantage penser à un commerçant qu'à un détective. À sa ceinture pendait une petite sacoche en cuir contenant des instruments, des loupes, un crocheteur et un petit revolver. « Prêt, Watson ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. « On sera juste nous deux ?»« Non, » dit-il. « J'ai fait en sorte que l'inspecteur Lestrade et 2 hommes en civil soient postés au périmètre. Ils n'interviendront pas sans mon signal. Et si on nous suit? Nous le sommes probablement déjà, a-t-il déclaré. Mais l'initiative nous appartient ce soir. » Alors que nous avancions dans les rues de Londres, le brouillard s'épaissit à nouveau, s'enroulant entre les ruelles et les portes comme une créature vivante. Millmere House émergea de la brume telle une épave engloutie. 3 étages de briques, des fenêtres barricadées ou brisées, et son toit couronné de girouettes rouillées. Nous entrâmes par le côté, où une porte en bois était pendue, de travers. Le terrain était envahi par la végétation, le jardin à l'abandon et le chemin encombré de mousse. Holmes sortit une lanterne de son manteau et l'alluma avec une allumette, en protégeant soigneusement la flamme. L'entrée du sous-sol se fait par la goulotte à charbon, murmura-t-il en désignant une porte à moitié submergée sous les marches arrière. Les gonds grinçaient en signe de protestation, mais la porte s'ouvrit. Nous sombrâmes dans l'obscurité. Le coffre-fort sous Millmere était réel. Un long tunnel voûté courait sous le domaine,
bordés de vieux tonneaux, certains fissurés et suintant de résine séchée. L'air était chargé d'une odeur de moisi et d'une odeur plus ancienne, comme du vieux papier et de l'huile éteinte. Au fond du couloir se dressait une grille en fer. Derrière elle, une pièce en pierre avec des caisses et des étagères, certaines vides, d'autres remplies de tapisseries roulées ou de cercueils scellés, et au centre, une figure vêtue de noir, le visage caché. Holmes leva la lanterne plus haut. « Où est votre livraison ?» demanda la silhouette. « Où est ton feu ?» répondit. Froidement Holmes. Un silence s'étendait entre eux comme un fil tendu, puis la silhouette recula. « Vous avez fait votre choix, monsieur Holmes. Nous aussi. » Une allumette a éclaté. « Watson, à terre !» cria Holmes. Mais il était trop tard. L'extrémité du coffre-fort s'illumina de lumière. Une fiole d'huile se brisa, et les flammes léchèrent les murs. La silhouette se glissa derrière une étagère et disparut par une sortie dissimulée. Holmes me saisit par le bras et ensemble, nous traversâmes le tunnel en courant tandis que la fumée nous poursuivait. Nous avons fait irruption dans la nuit au moment même où les hommes de l'estrade arrivaient en courant. Inutile de le poursuivre. S'exalta Holmes. Il voulait brûler la piste, mais nous avons la carte. Derrière nous, Millmere House crachait de la fumée dans le brouillard, et le feu, comme les secrets qu'il était censé détruire, continuait de monter. Nous n'avons pas parlé pendant plusieurs minutes, après être sortis des ruines fumantes de Millmere House. L'incendie avait été rapidement maîtrisé grâce aux hommes de l'estrade. L'un d'eux avait survolé le front, en voyant la fumée s'élever et avait appelé les pompiers les plus proches. Mais une grande partie du caveau souterrain avait été consumée avant que l'eau ne l'atteigne. Les flammes avaient dévoré ce qui restait du stockage de contrebande, du bois sec, des toiles imbibées d'huile et le papier qui avait autrefois reposé dans les mystérieuses caisses et armoires. Holmes se tenait au bord de la porte noircie, la brume froide se mêlant à l'odeur âcre de résine brûlée et de parchemin carbonisé. Son visage était impassible, non pas par défaite mais par calcul. J'avais fini par reconnaître cette expression, lorsque le moteur déductif se tournait vers l'intérieur, traitant des données sous son apparence calme. L'estrade nous a rejoints, son chapeau melon de travers et un mouchoir pressé contre son nez. « Eh bien, Holmes, murmura-t-il en regardant par-dessus le seuil brûlé, vous avez vraiment choisi votre rendez-vous avec brio. Encore 5 minutes et tout le pâté de maison aurait pu disparaître. » Holmes ne le regarda pas. « Les traces de la silhouette en noir ?»« Disparues, » répondit l'estrade. « Ça est faufilé par le passage à charbon juste avant d'atteindre le mur extérieur du jardin. Il n'a laissé derrière lui que de la fumée et une paire de traces de bottes plutôt élégantes. »« Des empreintes de pas ?» demanda Holmes, en se tournant légèrement. « Pointure 38. Semelle étrangère. Elle pourrait être française ou allemande, pas quelque chose qu'on achète à Whitechapel, c'est sûr. » Holmes plissa les yeux. Hillswell a allumé le feu avec un but précis. Pas seulement pour intimider, mais pour éliminer. « Des preuves ?» demandai-je. Il hocha la tête. Ce qui était caché dans ces coffres, registres, archives, artefacts, n'était pas seulement précieux. Cela menaçait quelqu'un. Holmes s'agenouilla brièvement et ramassa un morceau de bois carbonisé, encore fumant. Une petite vis en laiton y était encastrée, déformée par la chaleur mais bien visible. Cela contenait autrefois une plaque de verrouillage, dit-il, peut-être sur l'une des caisses. « Quel genre de caisse ?» demanda l'estrade. Holmes passa ses doigts sur le fragment maculé de suie. À en juger par les cuivres, je parierais qu'il contenait quelque chose de fragile. Une caisse d'expédition conçue pour un contenu fragile. Du verre, peut-être, ou de la céramique. D'autres figurines, ai-je proposé? Peut-être. Ou quelque chose de plus personnel. Des reliques de Shaman Hall, les tablettes originales du temple. Holmes marqua une pause. Ou, il se redressa soudainement, les yeux brillants. Ou des pages du journal original d'Arnaud. Mademoiselle Duret a dit qu'il en avait conservé un.
La figurine en contenait une copie, un extrait de nom. Mais le journal complet existe peut-être encore. Lestrade fronça les sourcils. Eh bien, ce n'est plus que cendre, Holmes. Ce qui était là a été réduit en suie. Holmes fixa les braises. Peut-être, ou peut-être qu'un seul élément d'un réseau plus vaste a été sacrifié ce soir. Ces gens n'agissent pas sans recours. Ils construisent des strates, des leurres, des miroirs. Il m'a regardé. Watson, retournons à Baker Street. Lestrade, demandez à l'un de vos hommes de visiter à nouveau la collection Grenville au cas. Première lueur du jour. Discrètement. Je veux un inventaire de tous les objets qui ont été déplacés ou réétiquetés au cours des 6 derniers mois. Lestrade soupira. Toi et tes musées. Mais il souleva son chapeau et s'éloigna dans la brume avec une résignation lasse. De retour à Baker Street, le feu n'avait rien perdu de sa chaleur. Mademoiselle Duret était assise près de la fenêtre, l'expression indéchiffrable. Pelling, mal, à l'aise dans son fauteuil, se leva à notre entrée, le visage pâle. « Tu es parti longtemps, dit-il. »« C'est fini ?»« Non, » répondit sèchement Holmes. « Ça ne fait que commencer. » Il se dirigea vers le bureau et récupéra le journal retrouvé dans la cachette de Miss Leland. « Watson, regarde ces pages. » Il se tourna vers la fin du livre, où une série de courts passages avaient été griffonnés à la hâte avec une encre différente. « Tu vois ce motif de notation ?» Je me suis penché. « Oui, des entrées abrégées. F.H. est arrivé, après la tombée de la nuit, à apporter un parchemin, à demander des noms. Puis F.H. n'est pas digne de confiance, il semble nerveux. L.A. m'a prévenu une fois. Encore elle est, dis-je, Léonard Ainsley. Et F.H. doit être l'un de ses intermédiaires, dit Holmes, peut-être même la silhouette, dans le coffre. Avons-nous un nom pour F.H. Holmes ouvrit un dossier séparé de son tiroir, l'un de ses célèbres dossiers alphabétiques. Dans la section F, il trouva une page marquée « Foster, Henry, alias Henry, Fouché ». Une petite photographie était épinglée dans un coin. Un homme décharné, les cheveux en pointe et les yeux rapprochés. Un trafiquant d'antiquités notoire, dit Holmes. Anglo-français, mais ayant travaillé au Caire, à Delhi et à Bordeaux. Accusé d'avoir falsifié des documents de provenance pour plusieurs acquisitions de musées, il n'a jamais été condamné. Je pense qu'il est l'agent qui coordonne les mouvements pour le compte du consortium. Mademoiselle Duret se leva. Il était à Lahore. Je me souviens de son visage. Il est arrivé peu après la disparition du colonel Arnaud. Il a dit qu'il faisait partie de l'équipe de transition. Holmes referma le dossier. Alors c'est lui qui nous traque maintenant, ou plutôt qui traque le registre. Il devait savoir que la figurine avait été ouverte. Avons-nous déjà déterminé comment ? ai-je demandé. Mademoiselle Leland, dit Holmes, a peut-être facilité l'accès, peut-être involontairement, mais Foster a les moyens de corrompre le personnel de nuit ou d'utiliser des doubles de clés. Et je soupçonne quelqu'un au sein du personnel de Grenville de continuer à lui fournir des informations. Il tapota à nouveau le journal. Notez la dernière phrase. F.H. a mentionné la fille de Bombay. Des regrets ou un moyen de pression ? C'est vous, mademoiselle Duret. Sa mâchoire se serra. Pour qu'il sache que j'étais impliqué, pour que je puisse parler. En effet, dit Holmes, et c'est peut-être la clé pour démêler toute cette affaire. Il se leva et se dirigea vers l'étagère où la figurine creuse fissurée se trouvait toujours dans sa boîte doublée. Cet objet n'est plus le prix, dit-il. C'était la porte, le consortium, ou la société de... La seconde flamme, comme il s'appelle si fièrement, utilisait ces figurines comme support d'information. Registre, nom, rapport codé. Je crois qu'il y en avait plusieurs, un système. Peut-être dispersé dans plusieurs collections sous différents noms. Alors il faut qu'on en trouve un autre, dis-je. Non, dit Holmes. Nous devons trouver la personne qui les a catalogués. Un silence s'abattit sur la pièce tandis que Holmes fixait le feu. Il leur faudrait quelqu'un de méticuleux et d'érudit, un archiviste, et surtout quelqu'un de discret.
qui aurait accès au registre des musées et aux manifestes coloniaux. Il se tourna vers Pelling. « Vous avez mentionné précédemment que Sir John Ullerton organisait sa succession avant sa mort. A-t-il fait appel à un archiviste privé ?» Pelling cligna des yeux. « Oui, un homme nommé Calder, Archibald Calder, retraité de Lashmolean. Sir John l'a engagé pour cataloguer les objets restants de la collection de son père avant la vente aux enchères. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Il a disparu après la mort de Sir John. Certains ont dit qu'il avait déménagé à la campagne. D'autres ont insinué qu'il avait été payé pour disparaître. » Holmes hocha la tête. « Alors on retrouve Calder. Si quelqu'un connaît la vérité sur le nombre de figurines fabriquées ou sur l'endroit où est passé le reste de la documentation, c'est bien lui. » Il s'est dirigé vers la table et a commencé à écrire une note. « Watson, demain matin, je veux que tu ailles à la Société britannique des antiquités et que tu t'enquières des antécédents professionnels de Calder. Pelling, reste près de l'appartement. Si quelqu'un te contacte, même sous un prétexte innocent, signale-le immédiatement. » Il s'arrêta et scella l'enveloppe. « Et ce soir, ajouta-t-il, nous ne dormons pas. Car si Foster est réellement impliqué, il n'aura de cesse que le dernier témoin de Shaman Hall ne soit réduit au silence ou acheté. » Le feu crépitait dans l'âtre. Dehors, le brouillard pressait les vitres. Et dans l'ombre de Londres, où secret et pouvoir se mêlaient, quelqu'un d'autre, peut-être plus d'un, observait sûrement. Le matin s'est levé dans le silence, une de ces étranges aurores londoniennes où la ville semble retenir son souffle. Une pâle lumière filtrait à travers le voile de brouillard qui s'accrochait au toit de Baker Street, et les premiers bruits de charrettes, de sabots et de vendeurs de journaux résonnèrent comme des échos venus d'un autre monde. Holmes n'avait pas dormi. En descendant peu après 7 heures, je le trouvai assis à son bureau, une théière fraîche fumante et intacte à côté de lui, la figurine creuse craquelée posée délicatement sur un tissu de velours. Il feuilletait le journal de Miss Leland pour la 4e fois, s'arrêtant à certaines pages, marmonnant pour lui-même d'une voix si basse et si rapide que j'avais du mal à le suivre. « Je suppose que vous n'avez pas trouvé de code dans la structure du journal ?» demandai-je en posant mon chapeau et mes gants sur la chaise. « Non, Watson, » répondit-il sans lever les yeux, « mais j'ai trouvé quelque chose de plus étrange qu'un simple chiffre. » Il tourna une page et la tapota légèrement. « Regardez, l'espacement entre ces lignes. » Je me suis penché. C'est plus large que les autres. Exactement. Et si vous le regardez à la lumière, juste comme ça, vous verrez de légères empreintes. De l'écriture, une fois imprimée sur une feuille placée au-dessus de celle-ci. J'ai fait ce qui m'a été demandé, et j'ai vu avec un certain effort les impressions de mots non écrits sur cette page, mais faites par la pression d'un stylo sur une page qui avait été posée dessus. Holmes posa une fine feuille de papier dessus et à l'aide d'un bâton de graphite doux, commença à frotter légèrement. Lentement, une écriture pâle apparut. J'ai rencontré Calder. Je l'ai averti de ne pas parler du registre de Bombay. Le risque était trop grand. Encore Calder, dis-je. Et ce registre de Bombay, un autre fragment des archives d'Arnaud? Probablement. Peut-être un document complémentaire. Nous devons retrouver cet homme. À 8h30, je partis comme prévu pour la British Antiquities Society, rue Great Russell. Holmes resta sur place, précisant qu'il devait compiler une liste de noms à partir du fragment de Vélin, nom qui apparaissait à plusieurs reprises dans plusieurs journaux d'expédition. Lestrade avait promis de passer avec les rapports de l'équipe de Granville plus tard dans l'après-midi, et Pelling s'était laissé convaincre de prendre un peu de repos dans la chambre d'amis à l'étage. Le siège de la Société des Antiquités était installé dans un élégant bâtiment édouardien, dont les grilles en fer et la façade en briques rouges étaient adoucies par le lierre. À l'intérieur, l'air embaumait l'huile essentielle de citron, les livres et une ambition discrète. Après une brève explication de ma demande, formulée en termes vagues d'intérêt scientifique,
Je fus conduit chez un secrétaire principal, un homme à lunettes nommé Monsieur Cowley. Archibald Calder, répéta-t-il en ajustant son pince-nez. Oui, je me souviens de lui, un homme méticuleux, à la retraite depuis 6 ou 7 ans. Parti vers le nord, dans le Lincolnshire, je crois. Un petit village près de Market Raisin. Laissez-moi réfléchir. Oui, Woodham Hollow. Il y a acheté un vieux presbytère. Il vit tranquillement aux dernières nouvelles. Avez-vous une adresse? Ai-je demandé. Cowley hocha prudemment la tête. Je crois que je peux le trouver, docteur. Un instant. Il disparut dans un bureau et revint une dizaine de minutes plus tard avec un bout de papier. Voilà. Lavender. House Vicarage Lane, Woodham Hollow. Attention, pas sur la ligne de chemin de fer. Il faudra prendre un car à Market Raisin. Je le remerciai chaleureusement et retournai à Baker Street. Holmes se tenait à la fenêtre à mon arrivée, les mains jointes dans le dos. « Eh bien ?» demanda-t-il. « Woodham Hollow, dis-je, un ancien presbytère appelé Lavender House. » Il sourit faiblement. « J'aime bien quand les fils se resserrent. Watson, fais ton sac, on part dans 1 heure. » En fin d'après-midi, Holmes et moi roulions à travers la campagne du Lincolnshire dans une voiture de location, le train nous ayant déposés à la modeste gare de Market Raisin. Le paysage défilait dans des tons sombres de brun et de vert givré, les champs dénudés et les haies squelettiques dans la lumière mourante. Le cocher, un homme coriace nommé Pike, était sceptique quant à notre destination. « La maison de lavande ?» dit-il en plissant les yeux et en agitant les rênes. « Oui, je l'ai dépassé. C'est un endroit un peu isolé. Le vieux Calder ne reçoit pas beaucoup de visiteurs. »« Quel genre d'homme est-il » demanda Holmes. « Silencieux, » dit Pike. « Un peu bizarre. Il porte des livres en marchant. Il porte des gants même en été. Il paraît qu'il a été professeur. Ou quelque chose comme ça. On le laisse tranquille. » Nous arrivâmes au presbytère peu après 5 heures. La maison se dressait derrière un muret de pierre, entouré d'arbres nus et d'un étroit jardin laissé à l'abandon. C'était encore une belle structure, avec ses hautes fenêtres et ses vieilles briques, mais la mélancolie s'y engouffrait comme du lierre. Aucune fumée ne s'échappait de la cheminée. Holmes a frappé 2 fois. Pas de réponse. Il a essayé à nouveau. Toujours le silence. Il m'a jeté un coup d'œil, puis s'est agenouillé et a examiné le seuil. Récemment balayé, murmura-t-il. Pas de neige sur le rebord. Quelqu'un est venu ou reparti dans l'heure. Il s'approcha de la fenêtre latérale et regarda à travers. Puis il s'est raidi. « Watson, » dit-il d'un ton sombre, « viens. » Il sortit une fine lame de son manteau et la glissa sous le loquet. Un léger clic, et la fenêtre s'ouvrit. Nous franchissions la porte avec précaution, nos bottes crissant sur le bois. La pièce était un bureau, des papiers soigneusement empilés, des livres rangés par ordre alphabétique strict. Une légère odeur de tabac et de vieux papier persistait, et Archibald Calder était assis sur une chaise près de la cheminée, froide, la tête baissée, les mains jointes et manifestement mort. Nous nous sommes approchés lentement, aucune trace de lutte. Pas de sang, pas de meubles renversés. Holmes examina le visage de l'homme, les yeux fermés, la bouche légèrement ouverte. Il leva doucement une main. Encore chaud. Mort il y a moins de 30 minutes. Des causes naturelles? Demandai-je. Même si j'en doutais déjà, Holmes secoua la tête. Tu sens ça? J'ai reniflé quelque chose de faible, métallique, amer. Des amandes? Demandai-je. Du cyanure, confirma Holmes. Probablement administré sous forme liquide. Le thé, peut-être. Il examina la tasse sur la table. Une petite quantité de liquide ambré restait au fond. Il trempa le bout d'un doigt, le renifla, et fronça les sourcils. Oui, dosé et consommé sans difficulté. Soit il le savait, soit il ne s'en doutait pas. Holmes scruta la pièce du regard avec l'urgence d'un homme conscient que le temps jouait contre lui. Il s'approcha du bureau, ouvrit les tiroirs, feuilleta les registres. Puis il s'arrêta. « Tiens, dit-il, une lettre, non signée. Il me l'a tendue. Au chercheur de flammes.
Il y a des choses qu'aucune archive ne devrait contenir. Le registre que vous poursuivez contient plus que des noms. Il contient des symboles de pouvoir. Une monnaie non pas en or, mais en obéissance. Je n'en dirai pas plus. Le feu approche, que la flamme consume ce qui reste. Nous sommes restés silencieux. Un homme avait choisi la mort, de sa main ou de celle d'un autre, pour échapper à ce qu'il considérait comme une menace plus grande. Holmes plia soigneusement la note. Cet homme en savait plus qu'il n'écrivait. Il craignait quelque chose de plus grand que la découverte. « Holmes, dis-je en baissant la voix, combien d'autres mourront avant que cela ne se termine ?» Holmes regarda le corps de Calder pendant un long moment. « Autant qu'il le faudra, » dit-il doucement, « jusqu'à ce que la vérité soit plus forte que la peur qui la cache. » Dehors, le froid s'était intensifié et les premiers flocons de neige commencèrent à tomber, des cendres blanches et silencieuses, se déposant sur la maison creuse. Nous quittâmes Woodham Hollow en silence, le froid mordant du crépuscule nous enveloppant tel un linceul. La neige, qui avait commencé si légèrement, s'accumulait maintenant le long des bas-côtés de la route de campagne, apportant un silence spectral au monde environnant. Même les roues de notre carriole de location semblaient réticentes à tourner, comme si le paysage lui-même pleurait la mort silencieuse de l'archiviste. Holmes était assis à côté de moi, les mains gantées, jointes, les yeux fixés sur la route. Il avait peu parlé depuis l'examen du corps de Calder, murmurant seulement une fois « Il avait trop de clés ». Je n'étais pas sûr que cette remarque s'adressât à moi ou à lui-même. Arrivé à la gare de Market-Rasen, Holmes s'arrêta au guichet et écrivit un télégramme de son écriture rapide et sans hésitation habituelle. Il était adressé à l'estrade. Un autre décès, Calder empoisonné, silence par la force ou la conviction. Lancer un mandat d'arrêt contre Henry Foster, intercepter toute tentative de sortie par les ports de la Manche, retourner immédiatement à Baker Street. H. Alors que nous montions dans le train pour Londres, la noirceur de notre mission pesait lourdement sur nous. Je sentais les pièces du puzzle s'imbriquer dans l'esprit de Holmes, le schéma émerger. Mais il n'était pas prêt à l'exprimer. Il ne voulait pas encore nommer le coupable, mais je voyais dans ses yeux que le filet se resserrait. Nous arrivâmes à Baker Street peu avant minuit. La lumière du salon était faible, mais un feu couvait encore dans la cheminée, projetant des ombres vacillantes sur le tapis. Mademoiselle Durette était assise sur une chaise près de la fenêtre, à moitié enveloppée dans un châle, le regard indéchiffrable. Pelling, les yeux troubles et pâles, leva les yeux à notre entrée. « Tu es de retour, » dit-il. « Était-il là ?» Holmes retira son manteau. « Oui, et il n'est plus de ce monde. » Pelling déglutit visiblement. Mademoiselle Duret ne répondit pas, mais ses yeux ne quittèrent pas Holmes. « Il y avait une lettre, » ajoutai-je, en m'asseyant lourdement. Pas vraiment une confession, pas vraiment un démenti, mais elle confirmait qu'il connaissait le poids de ses convictions. Holmes s'approcha du foyer et se tint devant lui. « Je crois, » dit-il lentement, « que nous sommes au point crucial de toute l'affaire. Il ne nous reste plus que 3 noms, 2 fragments d'un registre perdu, et une piste qui mène à la fois vers l'Empire et vers la conspiration. » Il se tourna vers Pelling. « Vous êtes toujours en danger, monsieur Pelling, mais ce n'est plus le danger d'être réduit au silence. Vous risquez plutôt de devenir l'appât. » Pelling se redressa. « Un appât ?» Holmes hocha la tête. « Foster ou ceux qui travaillent à ses côtés n'abandonneront pas la chasse. La figurine originale était leur première perte, le vélin était leur seconde. Maintenant que Calder est parti, vous êtes le seul civil connu à avoir manipulé l'objet et à en avoir découvert l'intérieur. Tu penses qu'ils vont essayer de me recontacter ?» Holmes sourit faiblement. « J'y compte bien. » Il se dirigea vers le bureau et ouvrit un tiroir, d'où il sortit une liasse de notes soigneusement classées par catégorie, nom, symbole, transaction et référence. Croisées concernant Shaman Hall, il les posa sur la table. « Voici la partie décodée du vélin, dit-il. Elle décrit 3 réseaux principaux.
celui d'Ullerton, celui d'Ainsley, et un troisième, anonyme, marqué uniquement du croissant. C'est ce troisième qui m'intéresse le plus. Parmi les noms qui lui sont associés figurent des financiers connus, des géomètres coloniaux et, peut-être le plus révélateur, un consortium maritime britannique avec des succursales à Bombay, Calcutta et Marseille. Holmes regarda Miss Duret. « Vous avez mentionné que Foster était venu à Lahore sous prétexte de transférer les archives. A-t-il déjà mentionné Marseille ?» Elle fronça les sourcils, pensive. « Oui, une fois. Il a parlé d'un objet perdu en transit et de la nécessité de contacter un contact au port. J'ai supposé qu'il s'agissait de contrebande ordinaire. Ce n'était pas le cas, dit Holmes. C'était une dissimulation bien plus dangereuse. Il s'approcha de la cheminée et sortit la figurine fêlée de sa boîte doublée de velours. La tenant près de la flamme vacillante, il la fit tourner dans ses mains. « Il n'y en a jamais eu des dizaines, a-t-il dit. Il y en avait 3. L'une confiée à Ullerton, l'autre probablement détruite lors de la disparition d'Arnaud. Et la troisième, jamais cataloguée, a été vue pour la dernière fois en route vers Marseille en 1861 sous le pseudonyme de Relique du couronnement. Elle a été détournée et n'est jamais arrivée au musée du quai Branly. On ignore où elle se trouve. Et cette troisième figurine, demandai-je, je crois qu'il contient le journal complet, le récit manuscrit d'Arnaud, codé et conservé, jamais ouvert. Un dernier recours au cas où tous les autres seraient perdus. Mademoiselle Duret se leva lentement. Alors, si on le trouve, on en finira. En effet, répondit Holmes, c'est pourquoi nous ne le chercherons pas, du moins pas directement. Pearling cligna des yeux. Mais c'est sûrement notre seul espoir. Non, dit Holmes, notre espoir réside dans le fait de faire de notre ennemi croirait que nous l'avons déjà trouvé. Il se dirigea à nouveau vers le bureau et récupéra une feuille de vélin vierge. Je vais créer un fac-similé qui paraîtra authentique à l'œil averti. Nous le laisserons circuler discrètement dans le circuit des musées, en laissant entendre aux bonnes oreilles que la figurine finale est tombée entre des mains privées. Et l'appât, dis-je, comprenant maintenant, sera Pelling. Holmes hocha la tête. Il sera approché, soudoyé, menacé, suivi, et quand ils le feront, quand Foster ou ses agents agiront, nous les suivrons à notre tour. Il se retourna vers le groupe. Mais ce soir, repose-toi. Demain, nous entamons l'acte final. Cela ne se termine pas par une autre lettre dans l'obscurité ou un incendie dans un coffre. Cela se termine par une révélation. Le lendemain matin, froid et lumineux s'annonçait. Une rare clarté régnait sur Londres, comme si la ville elle-même se préparait à une résolution. Holmes travailla avec ardeur toute la matinée, façonnant le faux vélin avec un soin méticuleux, allant jusqu'à teindre les bords et imitant l'écriture gravée à la manière d'Arnaud, glanée à partir des brèves lignes conservées dans le fragment original. À midi, la contrefaçon était complète. À 1h30, Holmes et moi avons rendu visite à un antiquaire discret de Bloomsbury, M. Elbridge, un homme voûté, aux lunettes épaisses comme du verre de sous-marin. Holmes lui a remis le faux document avec un avertissement. « Ce n'est pas à vendre, dit-il, c'est juste une rumeur. » M. Elbridge hocha la tête. « Compris. » Le soir, la nouvelle commençait à se répandre discrètement. Des rumeurs sur une relique perdue refont surface, sur le retour de la flamme. De retour à Baker Street, nous nous préparâmes. Pelling reçut un nouveau pardessus, sous lequel Holmes avait dissimulé une fine armure grillagée, une protection de fortune en cas de violence. Mademoiselle Duret fut placée sous la protection de l'estrade à Scotland Yard, son témoignage étant prêt et sous clé. À 5 heures, un télégramme est arrivé. Holmes l'a lu à haute voix. Foster aperçu au dock de Sainte-Catherine. Embarquement. Sur le cargo sous le nom de Bellamy. Départ à 19h45. Interception. Lestrade.Holmes se leva sans hésiter. Watson, manteau et revolver. La chasse est ouverte. Alors que nous entrions dans le crépuscule hivernal, je le sentais. Plus clair que le brouillard, plus froid que la neige.
La fin était proche. Quelque part sur les quais, un homme qui avait réduit l'histoire en cendres s'apprêtait à disparaître, et Sherlock Holmes se rapprochait. L'air près des docks était vif, chargé de sel, de fumée et de bois humides. La nuit avait commencé à tomber sur Londres, et le monde autour de St. Catherine's Wharf s'était réduit à des flaques de lumière de gaz, troublées par les ombres projetées par les gréements, les grues et les silhouettes imposantes des bateaux à vapeur amarrés. La Tamise, dans son éternel murmure, léchait les quais de pierre, indifférente à la poursuite des hommes. Holmes et moi avancions rapidement mais prudemment dans une étroite allée de caisses et de treuils, nos bottes couvertes d'une fine couche de givre. Au-dessus de nos têtes, des mouettes tournoyaient en silence, comme si elles pressentaient un danger imminent. Devant nous, à moitié dissimulé par la brume, nous apercevions le navire amarré, la Séraphine, un cargo battant, pavillon panaméen, prêt à décoller avant l'heure. Sa silhouette noire et couverte de bernacles se découpait telle une bête sur le ciel hivernal. « Foster ne montera pas à bord sous le nom de Foster », murmura Holmes. « Il utilisera le pseudonyme de Bellamy, mais je doute qu'il soit venu seul, armé ?» demandai-je. « Sans aucun doute, même s'il peut compter sur d'autres pour brandir son arme. Ses semblables préfèrent la menace invisible, l'idée du pouvoir, mais acculés. » Holmes tapota le pistolet caché dans son manteau. Même les ombres mordent. Nous nous sommes dirigés vers une pile de caisses en bois, portant le vague emblème d'un exportateur de thé de Calcutta, et nous sommes mis à l'abri. De là, nous avions une vue sur l'étroite passerelle menant au pont d'Ula Séraphine les Dockers, se déplaçaient par 3 ou 4, chargeant les sacs, inspectant les manifestes, tendant les cordages. Ils avaient l'air ordinaire, à l'exception d'un seul. Un homme portant une casquette grise et un ciré se tenait immobile, trop alerte. Il ne criait, ni ne faisait de gestes. Au contraire, ses yeux balayaient la cour avec une calme précision, marquant chaque mouvement avec un calcul qu'aucun ouvrier n'aurait pris la peine de faire. « Observateur », murmura Holmes. « C'est notre signal, Foster est à bord. » Juste à ce moment, des pas se rapprochèrent derrière nous, doux, posés, déterminés. Holmes se tendit et se retira légèrement derrière la pile, mais ne leva pas son arme, Antioa. Silhouette émergea du brouillard. C'était l'inspecteur Lestrade. « Messieurs, » murmura-t-il en s'accroupissant à nos côtés, « nous avons 3 hommes à l'extrémité de la jetée et 2 autres surveillent la rivière. Nous nous approchons quand vous le dites. » Holmes hocha la tête sèchement. « Donnez-moi 3 minutes. Ensuite, avancez des 2 côtés. Essayez de les maintenir en vie. Je veux que Foster parle. »« Compris, » dit Lestrade d'un ton sombre. Holmes s'est tourné vers moi. « Watson, reste dans mon dos. Fais profil bas. Et si les choses tournent mal, protège le registre. Ce faux doit les convaincre qu'ils ont perdu. »« Et s'ils soupçonnent que c'est faux ?» demandai-je. « Alors nous improvisons, » répondit-il, et il surgit comme un spectre de l'ombre. Il s'approcha de la passerelle calmement, comme s'il était à sa place. Les dockers ne lui prêtèrent guère attention, mais l'homme à la casquette grise se redressa les yeux plissés. Holmes était à 10 pas de la passerelle lorsque l'homme s'est déplacé pour l'intercepter. « Navire privé », dit-il à voix basse. Pas d'embarquement sans papier. Holmes brandit un petit dossier en cuir. Livraison pour Monsieur Bellamy, du bureau des antiquités. L'homme cligna des yeux. Il ne s'attend pas à... Il s'attend à cela, dit Holmes d'un ton neutre, en montrant l'enveloppe scellée contenant le faux. C'est à ce moment-là que l'homme a sorti un pistolet. J'étais déjà en mouvement, et Holmes s'est baissé au moment du coup de feu. Le coup est passé à côté, heurtant une caisse avec un nuage de sciure. J'ai plaqué le tireur par derrière, lui arrachant le revolver des mains avec un grognement, tandis qu'il se tordait sous moi. Des cris fusèrent du cargo. Les dockers se dispersèrent. 2 autres hommes apparurent sur la passerelle, l'un armé d'une matraque, l'autre d'un fusil à canon scié, mais les hommes de l'estrade surgirent de l'autre bout de la jetée,
leurs sifflets hurlant à travers, le brouillard, leurs pistolets dégainés. Holmes avait déjà sauté sur la passerelle. « Couvre-moi, Watson !» cria-t-il. Je tirai un coup de feu en l'air, faisant trébucher l'un des voyous qui approchait, et me précipitai à la poursuite de Holmes. La passerelle vacillait sous mes pieds, mais il se déplaçait comme un chat. Je le suivis, revolver serré, le cœur battant. Nous avons atteint le pont et avons trouvé une porte s'ouvrant sur les quartiers du capitaine. Holmes ne s'arrêta pas. Il traversa la pièce en trombe. À l'intérieur, la cabine était envahie par la fumée des cigares et l'encre rance. Des cartes, des parchemins et des registres d'expédition jonchèrent le bureau, et debout près d'un casier verrouillé, Henry Foster nous observait calmement avec un ricanement détaché. Il portait un gilet sombre et une cravate, comme s'il se préparait à dîner plutôt qu'à fuir. Ses cheveux étaient lissés en arrière, et une petite cicatrice marquait le coin gauche de sa bouche. Un pistolet reposait nonchalamment dans sa main gantée. « Monsieur Holmes », dit-il avec un amusement serein. « Et le docteur Watson. Je m'attendais à de la compagnie, mais pas d'une tenue aussi raffinée. Vous êtes en état d'arrestation, » dit Holmes d'une voix glaciale, « pour tentative d'incendie criminel à Millmere House, empoisonnement d'Archibald Calder et obstruction à la justice dans une affaire d'intérêt national. » Foster haussa un sourcil. « Une sacrée liste. Tu as oublié la contrebande. » Holmes fit un pas en avant. « Ça aussi. » Foster me regarda, puis se tourna de nouveau vers Holmes. « Tu bluffes. Tu n'as pas la figurine. Tu n'as pas le journal. » Holmes retira le faux vélin de son manteau. « N'est-ce pas ?» Le regard de Foster se posa sur le document, et quelque chose changea sur son visage. L'espace d'un instant, il y crut, il s'avança. « Où as-tu trouvé ça ?» Holmes ne répondit pas. « Était-ce la propriété d'Ullerton ?» demanda Foster plus rapidement maintenant. « Ou Leland a-t-elle finalement craqué? Je l'avais prévenu de ne pas devenir sentimental. » Holmes sourit froidement. « Tu aurais dû la prévenir de ne pas mentir. » Sur ce, Lestrade fit irruption dans la cabine, revolver levé. « Lâche-moi, Foster. » Foster hésita. Puis, avec une soudaineté qui nous surprit tous, il jeta le pistolet au sol et leva les mains en riant. « Très bien. Je me rends à l'Empire du Feu. » Les hommes de l'estrade le menottèrent rapidement. Alors qu'ils l'emmenaient, Foster cria par-dessus son épaule. « Attention à ce que vous révélez, Holmes. Ce registre, il brûle bien plus que des réputations. Il brûle des pays. » Holmes resta très immobile. Puis je me suis tourné vers le bureau et j'ai commencé à examiner les cartes. L'un d'eux en particulier a retenu son attention. Il montrait une partie du Pendjab avec un cercle à l'encre rouge marqué « Shaman Al, Atha, côté ». Une note écrite de la main de Foster, troisième idole, retrouvée en 1874, état inconnu. Remise au coursier sous les initiales. « D.V. Watson », murmura Holmes. « Je crois que nous avons trouvé le dernier fil. » Je le fixai du regard. « Un autre nom ? Un coursier. Peut-être un loyaliste, peut-être un voleur. D.V. qui... Êtes-vous » Holmes a plié la carte. Le grand livre était un appât, mais le véritable prix, la dernière confession d'Arnaud, attend toujours. Et dehors, alors que la marée se retirait du quai ombragé, une silhouette vêtue d'un manteau gris nous observait depuis le bord du brouillard, puis disparut. Le lendemain matin n'apporta aucun triomphe. Bien qu'Henry Foster ait été placé en garde à vue, sa fuite interceptée, son arrogance complètement mise à mal, Holmes demeurait étrangement immobile. Non pas physiquement, mais mentalement. Il passa une grande partie de la matinée assis près de la cheminée, en robe de chambre, son violon intact et son petit déjeuner refroidissant sur le buffet. C'était le genre de silence que j'avais appris à reconnaître, non pas comme le contentement d'une affaire résolue, mais comme l'intensité d'une affaire qui avait pivoté sur son axe. Et c'était le cas. Dès que Holmes avait découvert l'inscription D.V., un messager chargé de ce qui pourrait être le dernier exemplaire du journal du colonel Arnaud, la voie à suivre s'était à nouveau assombrie. Le jeu, comme Holmes le disait souvent, était en cours, mais les règles avaient changé, chemis.
venait de terminer l'examen du faux vélin et des affaires confisquées de Foster lorsque Holmes s'agita. Il se leva, alla à son bureau et commença à feuilleter une boîte de correspondance, son répertoire personnel de personnages secondaires, espions, diplomates, fonctionnaires et informateurs rassemblés au fil de nos nombreuses enquêtes. « Watson, » dit-il sans lever les yeux, « que penses-tu des initiales d'Evey ?»« Un coursier, selon Foster, » répondis-je, « à qui l'on a confié la dernière figurine en 1874. Un homme du coin, peut-être? Un Indien ou un Britannique ?» Holmes sortit une liasse de papier plié et les étala sur le bureau. Peut-être l'un ou l'autre, mais il s'agit plus probablement d'un agent de liaison travaillant des deux côtés. Le nom apparaît une fois dans une lettre d'Ullerton à Sir Henry Compton, datée de 1882. Il m'a remis la lettre, fragile à cause de l'âge, bien que la relique ne me soit pas parvenue directement. Elle m'a été transmise par un certain Stevenson, que je n'ai jamais rencontré, mais dont on m'a dit qu'il avait servi avec distinction dans les tribunaux du Pendjab avant de se retirer sur le continent dans des circonstances mystérieuses. Je fronçai les sourcils. Le continent? Holmes hocha la tête. La France, je crois, ou la Suisse. L'expression « retraité » est remarquable. Pas retraité, ni transféré. Elle implique la honte ou le danger. Il sortit un épais annuaire d'anciens attachés coloniaux et ouvrit la section D. Après avoir feuilleté quelques pages, il s'arrêta. « Tiens, » dit-il en pointant du doigt, « Dominique Valence, assistant traducteur à la division anglo-persane de Bombay, puis réaffecté à la sécurité des transports. Démissionne sous le sceau de l'anonymat en 1875. Vu pour la dernière fois à Marseille, il aurait travaillé comme commis de port. Est-ce qu'on sait s'il est toujours en vie? »« Non, répondit Holmes, mais nous le saurons. En milieu d'après-midi, Lestrade nous avait rejoints à Baker Street, cette fois d'une humeur bien moins combative. Foster avait refusé de parler lors d'un interrogatoire formel, mais ses affaires avaient livré d'autres bribes d'informations. Parmi elles, une liste codée de manifestes d'expédition, une page partiellement brûlée de ce qui semblait être un journal et une carte dessinée à la main, marquée de croissants de lune. Holmes était en train de les étudier attentivement lorsque Lestrade entra. « Eh bien, Holmes, » dit l'inspecteur, en retirant ses gants, nous avons retrouvé 3 des pseudonymes utilisés par Foster ces 6 dernières années. Un sous son propre nom au Caire, un à Genève comme marchand d'objets morts, et le 3e, chose intéressante, sous le nom de Valence Onsae. Holmes leva brusquement les yeux. Valence? Lestrade hocha la tête. Un magasin de curiosités. Enregistré à Marseille en 1876, fermé en 1883 sans explication. Mais c'était à la même adresse qu'un certain Dominique Valence avait déposé son titre de séjour. Holmes se leva. Alors notre coursier n'a pas disparu, il s'est réinventé. « On va en France ?» demandai-je. « Non, » répondit Holmes. « Nous envoyons chercher la France. » Il traversa la pièce et récupéra une lettre déjà à moitié écrite. Il y a un homme à la préfecture de Marseille, le commissaire Adrien Marchand, un ancien adversaire devenu allié occasionnel. Il me doit une faveur qui remonte à l'affaire Lefebvre. Holmes a signé la lettre, l'a pliée soigneusement et l'a scellée avec de la cire. Si Valence vit, Marchand le retrouvera. Et s'il est mort? Demandai-je. Puis quelqu'un d'autre porte la 3e flamme. 2 jours se sont écoulés. Le 3e jour, la réponse arriva. C'était un télégramme, remis en main propre par un agent de police juste après l'aube. Je me rasais quand Holmes a fait irruption par la porte des toilettes, les yeux brillants de feu. Marchand l'a trouvé. J'ai essuyé la mousse sur ma mâchoire. Valence, vivant. Il vit sous le nom de Dominique Vélin dans une petite ville côtière près de Marseille, Cassis. Il a élu domicile dans un ancien phare, justement. Isolé, reclus. Marchand se dit infirme, mais lucide. Est-ce qu'il a la figurine? Marchand n'a pas confirmé, dit Holmes. Seulement, lorsqu'il a mentionné le nom d'Arnaud, Valence a pâli et a dit « Je savais que la flamme me retrouverait ».
Il recula une tempête de mouvements et de préparation déjà en lui. « Fais tes bagages, Watson. Nous partons par le train de midi pour Douvres et de là par la mer jusqu'à Calais. »« La France ?» demandai-je en clignant des yeux. « Immédiatement ? Il n'y a pas de temps à perdre. Si Valence possède la dernière relique, si elle détient le journal complet, alors les fondements du consortium peuvent être démantelés. Ses noms, ses méthodes et ses transactions seront mis à nu. Et s'il ne le fait pas? » Holmes se tourna vers moi avec cette lumière particulière dans les yeux, celle que j'avais vue lorsque nous avions affronté Moriarty sous les chutes de Reichenbach ou traqué le baron Gruner dans les ruelles de Vienne. Alors nous lui demanderons pourquoi le feu continue. Le voyage vers la France fut à la fois précipité et tendu. Holmes parla à peine pendant la traversée de la Manche. La mer était agitée et un vent d'hiver hurlait sur le pont. Pourtant, il resta planté là, son manteau flottant au vent, le regard fixé sur l'horizon gris, comme s'il espérait que la vérité surgisse des flots. Nous sommes arrivés à Cassis tard le lendemain, ce petit village de pêcheurs blotti entre les falaises et les vagues méditerranéennes. Le phare se dressait seul au bord d'une haute crête, sa lanterne éteinte, sa structure battue par les intempéries mais robuste. Un vieil homme a ouvert la porte. Il était encore grand, avec des cheveux argentés tirés en arrière et des yeux clairs comme du verre. Il marchait avec une canne mais soutenait le regard de Holmes avec la force de celui qui avait autrefois détenu des secrets plus grands que des empires. « Vous êtes l'Anglais, dit-il, celui qui poursuit les ombres, depuis longtemps disparu. »« Je le suis, répondit Holmes, et c'est vous qui les avez portés. » Valence nous fit signe d'entrer. L'intérieur du phare était dépouillé mais ordonné. Des cartes étaient alignées sur les murs. Des livres en arabe, en ourdou, en français et en anglais remplissèrent les étagères. Sur une petite table, près de l'âtre se trouvait un objet enveloppé de soie rouge. Holmes s'arrêta. « La figurine ?» demanda-t-il doucement. Valence hocha la tête. « Le dernier. Je l'ai gardé quand j'ai vu ce qu'il était advenu des autres. Ils ont tout brûlé, Holmes, non pas pour protéger l'Empire, mais pour se protéger eux-mêmes. » « Et le journal ?» Valence s'approcha de la table et déballa l'objet. Ce n'était pas une figurine, c'était un boîte, bronze, creux, gravé de motifs identiques à ceux des idoles originales. Les mêmes yeux creux, la même couture à la base. Mais ce n'était pas une relique, c'était un contenant à message, il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des pages, effritées mais intactes. Des dizaines, journal d'Arnaud. J'étais censé le détruire, murmura Valence. Mais je n'ai pas pu. J'avais vu ce qu'il avait écrit, ce qu'ils avaient fait. Holmes tendit la main vers la première page, ses yeux parcourant les lignes d'une écriture anguleuse, écrite à la hâte et soulignée. À qui de droit? Si cela est découvert, alors ceux qui ont enterré la vérité ont échoué. La flamme n'était pas sacrée, elle était humaine. C'était nous. Et dans la lumière du feu d'un phare oublié, le mystère final de la figurine creuse a commencé à parler. Nous sommes restés dans le phare jusqu'à bien après minuit. Le dame, silence, ponctué seulement par le doux crépitement du feu et le bruit des pages anciennes et fragiles qui tournaient, semblait envelopper l'édifice comme un sceau. Holmes n'avait pratiquement pas bougé depuis des heures, le visage penché sur le journal d'Arnaud, ses yeux parcourant page après page, avec la rapidité et la précision d'un homme reconstruisant une cathédrale à partir de décombres. J'étais assis en face de lui, prenant des notes minutieuses dans mon registre, jetant de temps en temps un coup d'œil vers Valence, assis bien droit sur une chaise près de l'âtre, le visage affaissé par l'épuisement, mais l'esprit toujours vif dehors. La Méditerranée se soulevait doucement sous un ciel sans lune, et à l'intérieur une histoire longtemps enfouie murmurait enfin à la lumière. Le journal d'Arnaud n'était pas un document ordinaire. Il n'était ni érudit, ni personnel, bien qu'il contienne des traces des deux. Il s'agissait plutôt d'une confession. Le récit méticuleux et sans détour d'une opération secrète
menée sous couvert de récupération culturelle. Sur ordre non officiel, mais secrètement encouragé, Arnaud et un groupe d'officiers, triés sur le volet, avaient pillé des artefacts dans des sites sacrés du nord-ouest de l'Inde britannique, non pas aveuglément, mais avec détermination. Parmi eux se trouvait le temple de Shaman Hall, un édifice vénéré par les tribus locales comme un lieu de mémoire ancestrale. Sous ses cours de grès, Arnaud avait découvert des gravures énigmatiques et des passages scellés, dont l'un contenait des tablettes sur lesquelles étaient inscrits non pas des textes religieux, mais des inventaires codés, listes de noms, de pièces de monnaie, de mouvements, un ancien registre d'un sacerdoce qui enregistrait autrefois les échanges non pas d'or ou d'épices, mais de serments, de secrets et d'influences. Cela avait captivé Arnaud, et cela l'avait effrayé. S'ensuivit un lent dénouement. Les tablettes furent saisies. 2 porteurs furent réduits au silence. Les documents originaux furent cachés dans un contenant en bronze fabriqué à Bombay, conçu pour ressembler à une relique mais faire office de coffre-fort. Arnaud avait prévu de le protéger, jusqu'à sa trahison. La trahison venait de l'intérieur. Leonard Ainsley, agissant par l'intermédiaire d'intermédiaires tels que Foster et peut-être même le père de Sir John Ullerton, avait recherché les archives non pas pour les préserver, mais pour les réutiliser. Ils avaient compris que la flamme, terme utilisé tout au long du journal, symbolisait non pas l'illumination divine, mais un moyen de pression. C'était la monnaie, du contrôle caché. La première figurine devait arriver discrètement en Angleterre. Elle fut détournée. La seconde avait été envoyée par Arnaud lui-même à Sir John, accompagnée d'une lettre détaillant l'existence du journal. Cette lettre n'arriva jamais. Et le troisième, celui-ci, fut remis à Valence. « Je n'étais pas censé le garder », dit le vieil homme, le regard perdu dans les flammes. « Je devais le confier à un navire en partance pour Lisbonne. De là, il disparaîtrait, enterré ou brûlé. Mais je l'ai ouvert, j'ai lu les mots. Et j'en ai trop vu. Tu as fait ce qu'il fallait, dis-je doucement. Non, répondit Valence, j'ai fait le nécessaire chose. Holmes se pencha finalement en arrière et mit le journal de côté. Il n'a jamais été question d'or, dit-il, plus pour lui-même que pour nous. Il s'agissait de silence. Qui pouvait être réduit au silence et qui resterait silencieux? Ce journal n'est pas accablant pour ce qu'il révèle sur les reliques volées. Il l'est pour ce qu'il révèle sur pouvoir. Il joignit les doigts. Ils ont brûlé des preuves, effacé des noms, discrédité des témoins. Calder, Ullerton, même Arnaud lui-même. Il croyait que l'histoire était ce qu'il choisissait de préserver. Mais maintenant, dis-je, la véritable histoire parle à nouveau. Holmes se tourna vers Valence. Seriez-vous prêt à témoigner? À signer une déclaration sous serment, confirmant la provenance du journal et la chaîne de possession? Valence sourit faiblement. J'ai attendu 40 ans pour qu'on me le demande. De retour à Londres, la révélation s'est déroulée avec précision. Holmes a collaboré avec l'Estrade et plusieurs personnes de confiance du ministère de l'Intérieur. Le journal, transcrit et traduit avec l'aide de linguistes du British Museum, a été conservé dans un coffre-fort d'archives sous surveillance permanente. Mademoiselle Amélie Duret, sous la protection du Yard, a livré un récit complet et cohérent de son passage auprès d'Arnaud et de sa connaissance des figurines. Confronté à l'authenticité du journal et à la déclaration de Valence, Foster tenta de revenir sur son silence, mais Holmes avait anticipé cette situation. « Tu t'es déjà enterré », a-t-il dit à Foster lors d'une dernière interview. « Maintenant, le sol dans lequel tu as tenté d'enterrer les autres s'est retourné. Il n'a fallu que quelques semaines pour que les conséquences se fassent sentir dans les couloirs du Parlement. Des enquêtes discrètes ont été menées. Des noms ont été radiés des annuaires. Quelques démissions mineures ont eu lieu sous couvert de problèmes de santé et de mutations, et tandis que l'Empire ne tremblait pas, il rappelait. Par une fraîche matinée de mars, Holmes et moi étions de nouveau assis dans notre salon de Baker Street, le feu crépitant, la figurine creuse, ses 2 moitiés polies et réassemblées, reposant sous une cloche en verre au sommet de la
Cheminée. Pelling était revenu à la collection Grenville, désormais sous une nouvelle direction. Mademoiselle Leland avait démissionné discrètement, et bien que son implication demeurât ambiguë, Holmes la considérait comme un pion involontaire plutôt que comme une conspiratrice consciente. Elle avait depuis déménagé dans un petit cottage du Sussex, loin de l'ombre de Bloomsbury. Amélie Duret était rentrée en France, un témoignage signé sous le bras, son nom n'étant plus seulement un murmure dans les marges d'Arnaud. Et Dominique Valence? Il est décédé paisiblement 2 semaines après notre départ de Cassis. Sa dernière lettre à Holmes disait simplement « J'ai gardé la flamme. Tu l'as allumée. Que cela suffise. » Holmes n'en avait plus parlé depuis. Ce matin-là, il était assis près du feu, fumant, plongé dans ses pensées. « Crois-tu que cela changera quelque chose ?» demandai-je finalement. Holmes expira un mince filet de fumée. « Non, dit-il, mais ça ira, s'attarder. » Il se leva et se dirigea vers la cheminée, regardant la figurine sous verre. L'histoire n'est pas faite par ceux qui construisent des monuments, Watson. Elle est faite par ceux qui choisissent ce qu'ils veulent écrire. Pain caché. Et parfois, juste parfois, la découverte de la vérité est plus puissante que n'importe quel verdict. J'ai hoché la tête, lentement. Et Arnaud? Holmes réfléchit. Un homme qui a compris trop tard à quoi il avait participé et qui a tenté à sa manière de se racheter. Son journal ne sera peut-être jamais rendu public, mais entre de bonnes mains, il éclairera les ténèbres. Il se tourna vers moi avec une douceur rare. « Tu dois écrire ceci, Watson, pas comme un exposé ni même comme un roman policier, mais comme un souvenir. Un souvenir. Oui, de ce qui arrive quand le passé refuse d'être enterré, de ce qui brûle en silence, même à l'intérieur du bronze. Il a tapoté la vitre avec une seule articulation, et de ce qui se trouve à l'intérieur du creux. Alors je l'écris maintenant, fidèlement, voire sans crainte. Le mystère de la figurine. Creuse, ce n'est pas seulement une histoire de pièces verrouillées et d'indices qui disparaissent. C'est la chronique de péchés enfouis, d'hommes qui ont manié l'histoire comme une arme, et de ceux qui ont tenté, trop tard ou trop noblement, de les arrêter. Holmes n'acceptait jamais le crédit. Il rejetait les éloges aussi vite que les flatteries. Mais je dirais ceci, dans un monde de vérités changeantes et de flammes cachées, il reste une constante. Un homme non seulement doué de déduction, mais aussi de discernement. Et dans le silence d'une idole de bronze sous l'éclat d'un foyer londonien, la vérité a perduré.